Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Mediapart Live. Le vote peut-il encore changer les choses? C'était le thème du débat précédent animé par mon confrère Joseph Confavreux. Eh bien, nous allons parler tout au long de cette soirée des 3 scrutins à la une cette semaine. Mais avant ça, un petit encart promotionnel pour Mediapart. Sachez que 3 mois d'abonnement vous sont proposés pour 11 € et c'est pas fini. Jusqu'à minuit, l'intégralité de nos articles, de nos enquêtes, de nos entretiens, tout le site, en bref, est en accès libre. N'oubliez pas, Mediapart est un média indépendant, pas de publicité, pas de subvention, pas de mécène. Mediapart vit seulement grâce à ses lecteurs. C'est vous. Abonnez-vous. Voilà pour le petit mot, voilà pour l'annonce promotionnelle et voici pour le programme. À 21 h, on en saura un petit peu plus sur le résultat de la consultation lancée en Loire-Atlantique sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce le oui ou le non qui va l'emporter et quelles seront les conséquences locales et nationales? On verra ça tout à l'heure. À 22 h, on prendra la direction de l'Espagne. L'Espagne qui votait aujourd'hui. Les bureaux de vote sont fermés depuis quelques minutes, logiquement. Ce sont des législatives à suspense. Ce scrutin fera-t-il émerger une majorité, contrairement à la dernière fois en décembre dernier? Nous verrons tout ça dans un instant. Et pour commencer, retour sur le séisme de la semaine, le Brexit. Les Britanniques ont voté non. Ils ont choisi par référendum de sortir de l'Union européenne. Vous l'avez suivi à hauteur de 51,9%. C'était jeudi. Quelles conséquences pour l'avenir de l'Union européenne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'heure qui suit. Et pour ce débat, 4 invités à mes côtés. Je vous les présente immédiatement. Commençons par vous, Florence Fauché. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à Sciences Po au Centre d'études européennes. Evan O'Connell, bonsoir. Vous êtes vice-président de la section parisienne du Labour, le parti travailliste britannique. Philippe Marlière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'University College de Londres et vous tenez également un blog sur Mediapart que je vous invite à consulter. Et enfin, Thomas Cantaloupe, journaliste à Mediapart. Thomas, vous étiez, il y a encore quelques heures, à Londres. Vous avez suivi tout cela de très très près. Et justement, je commence avec vous depuis ce réveil difficile, ce vendredi matin difficile. Quoi de neuf? J'ai l'impression que chaque jour amène son flot de catastrophes. Oui, en effet, je pense que la plupart des Britanniques se sont couchés jeudi soir, alors que les résultats commençaient à arriver à partir de minuit, 1 h du matin, avec l'impression que le Remain, c'est-à-dire le vote en faveur de rester dans l'Union européenne, allait prévaloir. Et ils se sont réveillés vers 5-6 h du matin avec le scénario inverse. Un vote en faveur du Leave, donc de la sortie de l'Union européenne. Comme vous l'avez dit, il a remporté à 51,9%, avec une participation assez importante. Et donc un écart de voix de, je crois que j'ai 1,3 million de voix entre ceux qui voulaient quitter l'Union européenne et ceux qui veulent y rester. Et ça a un peu été un choc, parce qu'on avait vu en début de soirée des gens comme Nigel Farage, le leader du parti populiste UKIP, presque avouer sa défaite. Il y avait quelqu'un qui avait tweeté... il avait rencontré Boris Johnson dans le métro et Boris Johnson semblait rentrer chez lui en se disant qu'il avait perdu. Et le lendemain matin, surprise, effectivement, le vote pour quitter l'Union européenne a remporté. Cameron est intervenu tout de suite devant le 10 Downing Street. Il n'a pas hésité, parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire. Il avait toujours dit qu'il ne démissionnerait pas forcément, ce n'était pas obligatoire. Et tout de suite, il a annoncé qu'il allait démissionner dans les mois qui venaient, qu'il souhaitait que ça soit un des vainqueurs, entre guillemets, du référendum, c'est-à-dire un partisan du Brexit qui lui succède pour négocier la sortie de l'Union européenne à sa place. Et voilà, bon, la livre sterling s'est cassée la figure. Les bourses européennes ont commencé à prendre un coup. L'Écosse a dit non, nous on a voté très favorablement en faveur de rester en Union européenne, donc on veut rester en Union européenne, donc on ne veut plus rester dans le Royaume-Uni. L'Irlande du Nord, même si la situation est un peu plus compliquée, a dit la même chose. Donc voilà, vendredi en gros, le Royaume-Uni, ça fait un siècle qu'il est installé comme ça, éclate. Dans la foulée, un certain nombre de gens qui avaient fait campagne en faveur du Brexit en faisant plein de promesses sur l'argent qui allait financer la santé publique, le NHS, finalement sont revenus en disant « non, vous nous avez mal compris, finalement, l'argent, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais il ne va pas forcément aller au NHS. » D'autres ont commencé à dire « bah oui, mais l'immigration zéro qu'on avait promis, finalement, ce n'est pas vraiment possible, parce que si on veut continuer à faire du commerce avec
les 27 en Europe, il faut accepter la libre circulation des gens, donc on ne peut pas promettre l'immigration zéro. Et donc il y avait un rétropédalage qui s'est instauré. Et aujourd'hui, dernière crise en date, le Labour, qui avait fait, pour aller vite, disons, une campagne un peu timide en faveur du Remain, de rester dans l'Union européenne, un certain nombre de piliers, de parlementaires qui font partie du Shadow Cabinet, qui est le gouvernement parallèle, gouvernement d'opposition en Grande-Bretagne. Il y a 8 personnes qui ont démissionné dans la journée d'aujourd'hui pour dire notre leader, Jeremy Corbyn, qui a été élu il y a 10 mois, n'a pas fait une campagne assez forte en faveur de l'Union européenne. Il est trop eurosceptique et c'est lui qui a fait perdre le référendum, donc il faut le balayer. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Beaucoup de bouleversements en à peine 72 heures. Oui, chaque jour, une nouvelle crise. Florence Fauché, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous livrer votre lecture de cette sortie, de ce non ? C'est vraiment une crise révélatrice des fractures du Royaume-Uni. Il est presque étonnant que les gens soient surpris finalement parce que depuis des mois, les sondages montraient une extrême proximité entre les deux camps et beaucoup d'indécis. La campagne a été extrêmement divisée et divisive. Elle a contribué à creuser les clivages entre les deux camps. On a eu d'un côté une campagne pour partir qui était extrêmement émotionnelle, qui encourageait à reprendre la fierté du Royaume-Uni, la grandeur du Royaume-Uni, etc. Et qui s'appuyait sur beaucoup de chiffres et beaucoup d'illusions. Et de l'autre côté, on a eu des arguments portés essentiellement par Cameron et par son ministre des Finances, Osborne, qui ne sont pas particulièrement appréciés, en particulier par les classes populaires, et qui, au contraire, ont utilisé des arguments extrêmement rationnels en termes de crise économique, etc., mais qui n'étaient pas des arguments que les électeurs, en tout cas ceux qui finalement se sont prononcés pour le livre, étaient prêts à entendre. Au contraire, le camp du livre a dit on en a marre des experts, on en a marre des gens qui veulent nous expliquer ce qu'il faut faire. Partons. Et on s'attendait quand même à ce que les premiers dépouillements nous donnent une indication, et les premiers dépouillements étaient quand même très inquiétants. Donc, personnellement, je n'ai pas été tellement surprise, je n'ai pas non plus été surprise par la démission de Cameron, dans la mesure où les hommes politiques britanniques, en général, prennent leurs responsabilités, et qu'il était franchement impensable que Cameron, dans les conditions où il a proposé le référendum, qui était pour sauver son camp, ou pour sauver son poste en 2013, dans les conditions où il a repris cette promesse en 2015, à un moment où il ne pensait pas gagner les élections, ou en tout cas, il pensait être à nouveau dans une coalition avec les libéraux-démocrates, ayant négocié de manière pas très, très convaincante avec ses partenaires européens, ayant énervé beaucoup de gens, il n'est pas très étonnant qu'il ne soit pas prêt à être celui qui va négocier. Donc je parlais tout à l'heure de division entre les différentes régions. On a parlé de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Il faut aussi souligner Londres. Donc c'est les 3 régions qui vraiment ont voté pour le maintien. Il y a également Oxford et une partie du sud-ouest, pardon. Division en termes d'âge extrêmement forte. Plus on est âgé, plus on est en faveur du Brexit. Une division en termes de classe sociale. Plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus on est en faveur de rester. Une division en termes d'éducation. Plus on est éduqué, plus on voulait rester dans l'Union européenne. Donc des contrastes extrêmement forts. Et ce à quoi on assiste à présent, la violence et même le meurtre qui, il y a quelques jours, l'a montré, c'est une radicalisation. Et l'on peut dire que le vainqueur essentiel, c'est UKIP, c'est Farage, c'est l'extrême droite, tous les groupuscules qui finalement, depuis quelques jours, semblent motivés pour agresser les gens dans la rue et pour en tout cas devoir retrouver cette fierté qu'ils pensaient avoir perdue. Et vous, Philippe Marlière, est-ce que, en disant non, les Britanniques... On l'a entendu, il y a beaucoup de raisons internes au pays et on parle peut-être un peu moins de l'Union européenne. Est-ce qu'ils tournent le dos à l'Europe ou est-ce qu'ils sanctionnent une politique interne ? Alors, il y a une chose, je suis d'accord avec ton analyse d'ensemble, mais il faut quand même se souvenir, revenir à 2013, c'est le moment où Cameron fait la promesse de, s'il est réélu en 2015, de mettre cette question de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne dans un référendum devant le peuple britannique. Donc il fait cette promesse. Et à l'époque, il l'a fait étant absolument certain qu'il va le gagner, très largement. Pourquoi ? Parce que tous les sondages à l'époque montrent que la question européenne, de l'appartenance à l'Union européenne, est
est en bas de l'échelle au niveau des préoccupations des Britanniques. C'est vraiment pas une question qui taraude les Britanniques. Par contre, cette question, elle est très forte, elle est très clivante au sein du Parti conservateur, notamment l'aile droite eurosceptique, mais ça remonte aux années Thatcher. Et aussi, c'est aussi une façon de contrecarrer la montée d'un nouveau parti, UKIP, dont la raison d'être est justement de plaider la cause de la sortie. Donc voilà pourquoi il le fait. Donc il le fait pour des raisons en fait qui sont, on peut le dire, assez politiciennes. Parce que lui-même, si c'est un eurosceptique, disons soft, un peu pas vraiment pour, pas vraiment contre, comme nombre de premiers ministres britanniques, c'est pas quelque chose encore qu'il voulait faire. Donc il le fait pour régler une question politique, et il le fait d'autant plus qu'il est sûr de le gagner. Donc nous sommes en 2013. Il est réélu en 2015, et puis évidemment, son aile droite et UKIP reviennent à la charge et disent, voilà, maintenant il faut ce référendum. Donc il l'organise. Et puis, pendant assez longtemps, le vote en faveur du maintien est en tête. Et c'est justement quand cette campagne s'embourbe dans des querelles de données chiffrées, d'ailleurs peu mobilisatrices, parce que vous avez un parti au pouvoir qui a mené des politiques austéritaires très fortes depuis 5 ans, donc pas très populaires, qui dit en gros l'Europe ça marche pas trop bien, mais si on en sort ce sera pire, pas très mobilisateur. De l'autre côté vous avez la gauche dont un seul parti est hégémonique, Parti travailliste, qui vient soutenir le maintien mais qui est divisé sur la question. Son leader qui vient de l'aile gauche n'est pas vraiment pour, il traîne un peu les pieds, il fait quand même son boulot. Vous voyez, tout ça non plus, c'est pas très mobilisateur. Et puis, il y a dans les dernières semaines, je crois que c'est le début juin, il y a un décrochage. C'est-à-dire qu'on commence à parler d'immigration, on commence à parler de l'état des services publics, on commence à parler des contrats 0 heure, bref, on commence à parler de questions politiques, économiques qui sont du ressort du gouvernement, des questions nationales, classiques. Donc l'Europe, à partir de là, devient quelque chose de second plan. Ouais. Et ce qui fait que au final, c'est une élection qui se joue sur, comme ma collègue l'a dit, sur des questions de fracture, d'opposition, de haine recuite depuis des décennies. En gros, je crois qu'on peut dire que ce sont les démons du thatcherisme qui remontent. C'est-à-dire, ces choix qui a été fait il y a une trentaine d'années d'embrasser le néolibéralisme bien avant l'Union européenne, qui a suivi peu après, et bien avant les autres pays européens, et ces choses qui n'ont jamais été véritablement débattues dans le sens... Enfin, la gauche a essayé, mais a perdu cette bataille idéologique en disant, souvenez-vous de Thatcher, Tina, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative à ça, ou aussi il n'y a pas de société, c'est-à-dire il faut compter, on ne peut pas compter sur l'État, les individus, les hommes, les femmes seuls doivent se débrouiller. Donc voilà, tout ça a été... imposé comme la doxa britannique dominante, et puis ça a évidemment servi certaines classes, les classes supérieures, qui se sont enrichies à Londres et ailleurs, qui sont des classes donc, qui ont bénéficié de cette ouverture et de la mondialisation qui s'est ensuivie. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle en anglais « left behind », c'est une catégorie, c'est-à-dire les laissés pour compte, qui se trouvent dans les zones post-industrielles du Nord, qui se trouvent aussi dans les zones rurales un peu paumées, quoi. Et qui, ceux-là, eh bien, depuis 20, 30 ans, finalement, sont les laissés pour compte, on ne s'en occupe pas. Et surtout, dernier point, le Parti travailliste a évolué depuis 30 ans, d'un parti social-démocrate bon teint. Il a aussi, comme nombre de partis, ou tous les partis sociaux-démocrates en Europe, est devenu aussi néolibéral. Sur l'Europe, il a rejoint le consensus européen, et donc il a abandonné cette population. Donc finalement, au final, eh bien oui, voilà ce que ce vote fait ressortir, tout ce fossé entre ceux qui ont bénéficié de cette mondialisation libérale et ceux qui ont été les grands perdants. Et finalement, l'histoire de l'Europe, des institutions, tout ça, finalement, aujourd'hui, en tout cas, est passé totalement au second plan. Je vous vois, Evan O'Connell, opiner du chef à tout ce que vient de dire Philippe Marlière et aussi ce qu'a dit précédemment Florence Fauché. Vous, au sein du Parti travailliste britannique, on a entendu tout à l'heure Thomas dire que le Labour n'avait peut-être pas mené la campagne suffisamment forte pour emporter ses électeurs avec lui en faveur de rester au sein de l'Union européenne. Comment est-ce que vous partagez ce constat et comment vous l'expliquez ? Tout à fait. Je pense qu'il y a un écart, je pense que les précédents intervenants l'ont déjà un peu souligné, il y a un écart croissant entre le Parti travailliste et ses électeurs. Ces électeurs qui, au moment des élections nationales,
continuent à voter travailliste un peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choix, même si on a vu monter le score de l'UKIP dans le nord de l'Angleterre, qui est devenu souvent le deuxième parti après les travaillistes dans pas mal d'endroits. Mais ce parti qui reste un peu la seule option, puisque ces personnes-là ne vont pas aller voter Tory, ne vont pas aller voter Lib Dem dans les zones populaires, mais qui n'est plus écouté, qui n'est plus suivi sur les positions, qui sont souvent de plus en plus déconnectées des priorités des classes populaires. Parce qu'il faut le dire, encore une fois, ça a déjà été souligné, malheureusement, à mon sens, l'immigration est devenue le principal enjeu. Je dirais même pas l'un des principaux enjeux, mais vraiment le principal enjeu pour beaucoup d'électeurs. Je pense que vous pouvez faire un tour sur le site du Guardian, typiquement, qui a fait un excellent reportage dans la ville de Barnsley, à côté de Leeds, à côté de Sheffield, pardon, dans le Yorkshire, où les journalistes se sont baladés en demandant pourquoi 70% de la population de la ville a voté pour le Brexit. La réponse a été très largement l'immigration, et souvent l'immigration non européenne, en fait. Ce qui est d'autant plus ironique parce que, en fait, ce vote ne change rien à l'immigration non européenne. Donc, je pense qu'il y a une colère populaire qui n'est pas propre au Royaume-Uni, mais qui est visible un peu partout en Europe. Une colère populaire qui, effectivement, est liée à l'immigration en premier, aussi, comme l'ont déjà dit les autres intervenants, au service public. Et encore une fois, la ironie, ceux qui parlaient du démantèlement du NHS, puisque pas assez bien financé parce qu'on envoyait tout cet argent à Bruxelles, étaient les mêmes qui prônaient il y a quelques années une privatisation partielle ou entière du NHS, du service de santé, on va dire la Sécu britannique. Donc, encore une fois, ironie, ceux qui critiquent cet abandon de services publics étaient eux-mêmes hier les partisans d'une plus grande libéralisation. Voilà. Donc, je pense que un peu sur tous les plans, les électeurs se sont sentis abandonnés et ont voulu se servir, comme souvent, de ces référendums pour sanctionner le gouvernement, pour sanctionner l'élite politique. Même pas tellement pour envoyer un message à Bruxelles, parce que finalement, Bruxelles est assez méconnue dans les classes populaires, je pense, mais pour envoyer un message surtout à David Cameron, à l'élite politique, pour dire on en a marre. Et je pense que si on fait un parallèle entre ce vote et aussi le phénomène Trump aux États-Unis, on voit un peu souvent les mêmes registres, les mêmes types de langage. Typiquement, vote, leave, take control. Votez pour le leave, votez pour la sortie, reprenez le contrôle. On est vraiment dans le même genre de registre de langage que l'on voit de l'autre côté de l'Atlantique. Make America Great Again. Voilà. Je pense que c'est une réponse à une espèce d'impuissance que ressentent pas mal de gens. Et certains hommes politiques cyniques qui sont de la même élite critiqués, donc Boris Johnson, Michael Gove, Nigel Farage, se sont dit que c'était un créneau prometteur pour aller faire passer un message aux électeurs.
Et est-ce que Corbyn reste toujours l'homme de la situation? On vient de parler du délitement du Labour avec ses 8 défections du shadow cabinet. Est-ce que... Pour l'instant, je pense qu'il y en aura encore. Il y en aura davantage, donc le pire est à venir, c'est ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il est encore... ça semble étonnant, comme ça, à distance, de se dire que ne pas faire une campagne suffisamment mobilisée à laisser passer Farage de UKIP, c'est à la limite de l'irresponsabilité? Je pense que clairement, la critique qui vient d'une grande partie de l'establishment du Parti travailliste, je pense qu'elle est pas mal fondée parce qu'effectivement, on a très peu vu Corbyn pendant cette campagne. Vers la fin, il a commencé à un peu sortir, à faire des meetings. On l'a vu un peu plus, mais le fait est que 40% des électeurs travaillistes ont voté pour le départ de l'Union européenne. Et si Corbyn n'est pas le seul responsable, évidemment, il en est un, clairement. Et je pense que l'on verra clairement une grande bataille pour l'âme et pour le leadership du Parti travailliste. Ouais. Sur ce plan, quand même, une nuance, à mon avis, sur Corbyn. Je crois qu'il ne faut quand même pas être trop sévère par rapport à ce qu'il a fait ou ne pas fait. Il est peut-être rentré un peu tard en campagne, mais après tout, ce n'était pas son référendum. C'était Cameron qui, comme je l'ai dit, voulait régler ses propres problèmes quasiment de carrière personnelle. Donc Corbyn est entré en bataille, on sait qu'il vient de l'aile gauche, donc il ne peut pas aimer cette Europe actuelle, essentiellement néolibérale, qui délivre très peu pour les peuples, et etc. Donc il a fait ce qu'il a pu dans une situation où finalement la campagne est devenue, où il n'y avait pas une voie de sortie à gauche, ce qu'on appelait le Lexit, c'est-à-dire ce néologisme avec 2 mots anglais, left et exit. L'exit était introuvable ou inaudible. C'est-à-dire que ce sont justement les xénophobes, les ultralibéraux, emmenés par ce trio assez infernal et qui a d'ailleurs un peu disparu depuis 2 jours. On ne les voit plus, là, ils ne savent pas trop quoi faire. Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, Michael Gove du cabinet ministre de la Justice et Farage de UKIP. Donc il a fait ce qu'il a pu dans un contexte où il n'y avait pas véritablement un discours dominant d'une sortie à gauche, ça tournait vers les services publics, le réinvestissement. Et il a essayé effectivement de tenir un discours, essayant un petit peu de voir quels sont les acquis de Bruxelles. Bon, évidemment, sur le plan social, ils sont limités, donc c'était compliqué. Après, quand tu dis que c'est 60-40, moi je me souviens du vote de 2005 en France sur le traité constitutionnel. Bon, c'était un autre niveau et certainement moins important, mais même si c'était important, il y a aussi une partie de l'électorat socialiste qui est partie vers le non de gauche, donc je crois que le PS a récupéré après. Donc je ne pense pas non plus que ce soit rédhibitoire de lui reprocher que 40% soient partis. Je crois tout simplement qu'il y a dans l'appareil du parti une majorité de députés qui ne veut pas de lui au pouvoir parce qu'ils sont plutôt proches de ce qu'on appelle le blairisme, d'une voix beaucoup plus centriste, et ils ne veulent pas de ce leader. Donc je crois que maintenant, ce qui va se passer, on essaie un petit peu de trouver Corbyn comme bouc émissaire, mais il y a d'autres enjeux plutôt pour cette gauche justement plus centriste, qui est... Elle voudrait maintenant revenir à un positionnement plus centriste, qui est exactement celui que les électeurs du Nord, du bassin industriel, de travaillistes, cette voie qui est reprochée par cet électorat traditionnel, c'est-à-dire trop centriste. Donc il voudrait revenir à ça, ce qui est une contradiction, tout en tenant un discours plus ferme sur l'immigration, qui impliquerait qu'on ferme davantage les frontières. Donc, qui irait donc contre l'idée même d'ouverture de l'Union européenne et des marchés. Donc il y a une grosse contradiction, je crois, au sein de cette aile droite du parti. Je pense que ce à quoi on assiste, finalement, c'est un séisme qui touche le Parti travailliste, mais qui ne touche pas que le Parti travailliste, qui touche l'ensemble du système politique britannique. On a déjà eu l'année dernière le séisme écossais avec la quasi-disparition du Parti travailliste écossais, qui n'a plus pour ainsi dire, plus de représentants à Westminster. Un parti travailliste qui se retrouve restreint à l'Angleterre et au Pays de Galles, mais aussi dans un parti conservateur lui aussi déchiré, en train de se trouver un nouveau leader, avec, on l'a vu l'année dernière, un mode de scrutin qui avait été conservé malgré le référendum de 2011, qui est un scrutin extrêmement disproportionnel, puisque avec un quart à peine de l'électorat, on a une majorité absolue pour le Parti conservateur et une dispersion des votes de la population
entre petits partis, partis nationalistes et puis partis populistes avec UKIP qui, il faut s'en souvenir, a obtenu 13% des voix l'année dernière et un seul député. Donc il y a véritablement un séisme qui pourrait transformer le plus vieux système partisan du monde, celui qu'on a toujours considéré comme un système bipartiste, qui ne l'est déjà plus en un sens, puisqu'on a l'Écosse, on a le Pays de Galles, on a même Londres, où c'est beaucoup plus compliqué, sans parler de l'Irlande du Nord, et qui maintenant est dans une situation où beaucoup de par circonscription, on a des systèmes électoraux, enfin un système partisan quasiment différent. Donc vraiment, même si le Parti travailliste est très important, la crise va bien au-delà du Parti travailliste. Thomas Cantallo. Moi, ce qui me frappe, effectivement, en tant que reporter, c'est les paradoxes. Finalement, on a demandé aux gens de faire un choix, oui ou non, pour la sortie de l'Union européenne. Et il y a des conséquences. Effectivement, l'éclatement du Royaume-Uni, c'est un paradoxe où je pense que la plupart des électeurs qui ont voté en faveur du Leave, c'était dans... Il y avait, Farage a beaucoup joué là-dessus, la nostalgie de la grandeur britannique, de l'Empire britannique, du Royaume-Uni. Et ils vont se retrouver avec un royaume désunis, pour le coup. Effectivement, on ne peut pas exclure qu'en 2020, il n'y ait plus que l'Angleterre et le Pays de Galles, et encore le Pays de Galles, c'est pas sûr, dans le royaume soi-disant uni. Le Pays de Galles a voté pour le Brexit. Il a voté pour le Brexit, mais on voit déjà le Premier ministre gallois commencer à dire « mais moi, je veux aller négocier à Bruxelles la sortie parce que je ne fais pas confiance à Londres ». Donc, voilà. Parce que le Pays de Galles a beaucoup à perdre. Ouais, au niveau des subventions européennes. Autre paradoxe, beaucoup de ces électeurs qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne, c'était parce qu'il y avait effectivement, l'Europe est malgré tout mal connue, mais elle est perçue comme dans beaucoup d'endroits, comme des règles absolument effroyables sur la taille des concombres et plein de choses. Et il y avait cette volonté de revenir à une Angleterre finalement plus simple, plus communautaire, où il n'y avait pas trop d'immigrés, où il y avait le plein emploi, où c'était des jobs industriels bien payés, où effectivement on vivait dans sa communauté et où il y avait l'État-providence, le welfare state très fort. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est les anglo-saxons qui ont inventé le welfare state. Et donc il y avait ces gens-là, ils ont beaucoup voté pour ça, que ce soit des conservateurs ou des travaillistes des classes populaires. Ils ont voté pour ce retour à un peu une Angleterre sublimée, etc. Et finalement, les gens qui ont mené la campagne, le fameux trio Farage, Johnson, Gove, c'est des ultralibéraux qui, eux, souhaiteraient transformer quelque part l'Angleterre en paradis fiscal offshore, ouvert au business. Et voilà, donc les gens qui ont mené la campagne ont fait des promesses qui ne tiendront jamais à des gens qui ont entendu un peu ce qu'ils voulaient. Et ça fait partie de ces paradoxes-là qui sont assez terribles. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je ne souhaiterais vraiment pas être à la place de Boris Johnson ou de Michael Gove aujourd'hui. Parce qu'ils se retrouvent avec deux choix qui sont tous les deux inacceptables finalement pour le public britannique. Parce que soit on s'oriente vers un arrangement à la norvégienne où le Royaume-Uni garderait l'essentiel de ses relations avec l'UE, mais où le Royaume-Uni devrait du coup également accepter la libre circulation des personnes, devrait accepter évidemment toutes les règles du marché unique, où finalement le Royaume-Uni devrait également financer le budget européen presque à la même hauteur qu'aujourd'hui, voire même, selon certains calculs, financer plus parce qu'il perdrait le fameux rabais britannique négocié par Thatcher aux années 80. Donc soit cette option-là, qui serait inacceptable pour beaucoup de ces électeurs qui ont voté, entre autres, pour des raisons d'immigration, soit une sortie nette de l'Union européenne et du coup couper le Royaume-Uni de son principal marché d'exportation et d'importation et donc désastre économique. Désastre économique pour le Royaume-Uni, drame économique, mais pas désastre, je dirais, pour l'Europe. Et dans ces deux cas-là, forcément, sanctions pour, in fine, pour ces leaders-là, monter des extrêmes encore plus qu'aujourd'hui. Et donc, peut-être, in fine, sait-on jamais, Nigel Farage qui prendrait une place encore plus grande sur la scène politique qu'aujourd'hui. Pour revenir sur la question de la désunion et l'éclatement peut-être à terme, et peut-être plutôt que tard de ce Royaume-Uni, ce qui serait la seconde déflagration de ce coup raté de Cameron. Donc déjà, on le compare
c'est vraiment à l'escapade de Suez ou plus récemment Blair et la guerre d'Irak, c'est-à-dire un complet retournement par rapport aux effets espérés. Il faut noter, on a dit que Farage a été probablement celui qui triomphe sur le court terme. Je pense que son triomphe sera de courte durée parce que mis face à ses contradictions avec ses autres partenaires, ils n'iront probablement pas très loin, même s'ils pourront être au pouvoir et passer ces réformes ultralibérales, effectivement. Mais l'autre, vraiment, la grande personne qui gagne, la personne qui gagne vraiment ce scrutin, je crois que c'est Nicola Sturgeon du SNP en Écosse, parce qu'il faut bien regarder la situation de l'Écosse. Évidemment, elle a demandé aujourd'hui, puisque le peuple écossais avait majoritairement voté pour le maintien, ça change la donne. Donc nous demandons par là même un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qui, s'il a lieu, assez vite d'ailleurs, ça pourrait même être une question de mois, pour être gagné cette fois-ci. Et ce qui me semble intéressant de constater, c'est que l'Écosse est l'une des rares régions ou nations avec Londres et l'Irlande du Nord à avoir voté assez largement pour le maintien, mais ça a été fait dans le cadre d'un gouvernement, le SNP, qui est le seul dans l'île à mener une vraie politique social-démocrate. Donc, ce n'est pas le socialisme dur, mais c'est une social-démocratie, c'est-à-dire le SNP, d'ailleurs, c'est une façon d'expliquer son succès. Du Labour. Voilà, a pris la place du Labour, et justement le Labour l'avait sous Blair déserté en devenant un parti néolibéral. Donc, c'est très intéressant comme enseignement de voir que la social-démocratie qui fait la force politique, qui fait la force de ce parti, qui est plébiscité par des Écossais qui sont probablement de toutes les nations qui forment le Royaume-Uni le peuple le plus à gauche de cette île, eh bien, non seulement plébiscite ce parti qui mène une politique social-démocrate, mais veut rester dans l'Union européenne. Donc je crois que ça ne veut pas dire que l'Union européenne telle qu'elle est bonne pour la social-démocratie, ça veut dire que ce n'est pas évident que les deux soient liés, c'est-à-dire mener une politique de gauche et vouloir absolument passer par une sortie du cadre communautaire. Il y a plusieurs paradoxes, je dirais, dans le scrutin qu'on a eu il y a quelques jours. Les électeurs britanniques se plaignaient de ne pas avoir le droit de s'exprimer, ou plutôt de ne pas être entendus. Ils étaient d'ailleurs convaincus qu'on ne les entendrait pas et que même en votant Leave, ils resteraient. Et puis là, ce scrutin redonne tout son poids à la politique. Cela montre que chaque vote compte, ce qui est très rare en Grande-Bretagne, puisque c'est une nation qui n'a pas l'habitude des référendums. Chaque voix a compté. Elle a compté maintenant pour beaucoup de Britanniques dans le mauvais sens. Mais aussi, cela montre que dans bien des cas, les électeurs ne sont pas nécessairement rationnels et que les électeurs votent contre leurs propres intérêts économiques. Que les arguments économiques qui pourtant ont été répétés et répétés, que les mises en garde, que la peur, la politique de la peur, finalement n'a pas suffi à les ramener à la raison. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce scrutin. Les régions du Pays de Galles qui ont voté le plus en faveur du Leave, de quitter l'Union européenne, sont parmi les régions qui reçoivent le plus d'aide européenne. Oui, on peut l'expliquer de la façon suivante. Ce sont des régions qui vivent en quelque sorte c'est un peu trop fort de le dire comme ça, mais de la charité européenne, qui ont bénéficié de beaucoup plus d'investissements que ce que Londres leur a concédé. Recevoir des bénéfices de cette manière-là ne contribue pas à renforcer l'estime de soi. Et au contraire, quand vous avez des gens qui font campagne en disant « vous allez reprendre le contrôle, vous allez retrouver votre fierté », on peut comprendre dans ce cadre-là ce vote. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, Thomas, dans les prochains jours de la part de l'Europe? Ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui se déclaraient les grands amis des Britanniques en expliquant qu'il fallait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, qu'il fallait voter pour le Remain, que ce soit François Hollande, Angela Merkel, Renzi en Italie, etc. Aujourd'hui, donc une hâte, c'est de dire mais partez le plus vite possible. Et je crois qu'il y a véritablement, on peut faire une distinction avec l'Allemagne qui est un peu différente, qui a adopté une attitude un peu différente, mais aujourd'hui, on voit que ça vient de l'Élysée, de l'Espagne, de l'Italie, de partout, de dire bon, partez le plus vite possible parce qu'on ne veut pas, en gros, que votre débat britannique nous contamine. Il y a une véritable terreur, c'est un mot un peu fort, mais une véritable angoisse que dans d'autres pays, il y ait des appels à référendum. Et en France, moi je n'étais pas en France récemment, mais on le voit, on peut imaginer qu'il y a d'autres forces politiques, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, qui voudraient faire des référendums sur la question. Il y avait une statistique intéressante, et d'ailleurs les Britanniques ne cessaient de le répéter avant le vote, en disant mais vous nous percevez comme des eurosceptiques, mais en fait regardez toutes les études européennes, on n'est pas les plus eurosceptiques. Et il y a une étude du Pew Research Institute qui a porté
sur 10 000 personnes au début de l'année, qui montraient que les Français, les Espagnols étaient plus eurosceptiques que les Britanniques, et les Allemands étaient quasiment équivalents. Donc il y a cette volonté maintenant, si possible, ne parlons pas du référendum, il faut que les Britanniques partent vite, qu'ils arrêtent de nous embêter. Il y a un peu ce côté-là. Et donc voilà. Alors en même temps, l'Allemagne, après avoir commencé là-dessus, parce que le ministre des Affaires étrangères allemand était très dur dès le vendredi 24 juin, on a vu Angela Merkel commencer à expliquer que bon, fallait réfléchir, donner du temps. Parce qu'il y a malgré tout, il y a, je pense, une crainte de c'est ce que disait Philippe, je crois, il va y avoir une récession en Grande-Bretagne, toutes les études économiques le montrent. Et cette récession, elle ne va pas rester circonscrite aux îles britanniques, elle va probablement se projeter à un moment ou à un autre sur le continent. Donc l'Allemagne souhaiterait finalement que ça se passe du mieux possible, le plus calmement possible. Et en même temps, on voit aussi côté britannique, il commence à y avoir des hésitations. Boris Johnson et Michael Gove, les deux Tories les plus en pointe pour le Brexit, n'ont pas parlé depuis 48 heures. Ils ne se sont pas exprimés. Alors qu'il y a des caméras plantées au Westminster, c'est du live constant. Comment on explique ça je pense qu'ils ont rien à dire, tout simplement. Je pense qu'ils sont surpris, ils sont choqués de ce résultat, peut-être qu'ils n'attendaient pas. Mais surtout, ils n'ont rien à dire, parce que maintenant, tout dépend des négociations à venir entre le Royaume-Uni et l'Europe. Hein. Je pense que depuis le début, en fait, on est dans à plusieurs étapes, en fait, on a des acteurs qui font des paris, qui pensent perdre, et ils gagnent. Et ils se retrouvent un peu dans l'embarras. Cameron qui a promis un référendum parce qu'il ne pensait jamais qu'il allait avoir la majorité en 2015. Boris Johnson qui a pris position pour le Leave sans penser que le Leave allait gagner, parce qu'il se disait que c'était une bonne façon de faire les yeux doux aux eurosceptiques de son parti pour quand Cameron allait partir 2 ans plus tard peut-être. Et qui, lui, se retrouve maintenant favori pour devenir Premier ministre et devoir négocier une sortie de l'Union européenne. Une Union européenne qu'il y a relativement peu, il disait ne pas vouloir quitter en tant que maire de Londres, parce que Londres était au centre de la finance européenne et avait beaucoup à perdre. Donc je pense qu'on est de toute façon dans une suite d'erreurs faites par des hommes politiques court-termistes, et il y en aura encore. Vous croyez aussi, Florence Fauché, au bluff ? Oui, je crois au bluff, mais je pense que la situation dans laquelle on est qu'ils ne savent pas trop quoi dire. La Grande-Bretagne, et en particulier le camp du Leave, n'a pas préparé ce qui allait se passer, quelles seraient les positions à négocier, quel statut exactement négocier. Les services, le High Civil Service, donc les hauts fonctionnaires n'ont pas préparé non plus véritablement les positions de négociation, en grande partie parce qu'il y avait la peur de donner des arguments au Leave. Donc depuis plusieurs mois, alors que les partenaires européens se préparent à plusieurs scénarios, les Britanniques se sont trouvés dans une sorte de paralysie. L'article 50 ne sera pas déclenché probablement avant qu'il y ait un nouveau Premier ministre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est l'article 50 ? Donc c'est l'article qui permet à un pays de quitter l'Union européenne et qui doit être donc déclenché par le pays qui entend quitter l'Union. Cameron avait annoncé qu'il le déclencherait. Il a décidé de ne pas le déclencher en grande partie pour ces raisons-là, parce que le déclencher fait entrer les 2 ans de compte à rebours. Voilà, les 2 ans de compte à rebours. De négociation qu'on peut étendre, mais bon. Donc oui. Il reporte cette décision il la laisse à son successeur. Qui sera nommé qui sera élu par le Parti conservateur d'ici la première semaine d'octobre. Donc le système est que les députés conservateurs choisissent 2 candidats. Au plus, qui seront élus par bulletin postal par les adhérents du parti. Et toi, tu disais, Philippe, tout à l'heure, qu'on discutait un peu avant, qu'il pourrait très bien y avoir une élection anticipée. Oui. Il y a un tel bouleversement politique à l'heure actuelle logiquement, c'est-à-dire en novembre, on pourrait effectivement voter dans des conditions d'instabilité politique totale. Les 2 grands partis, on en a parlé, c'est-à-dire que qui serait à la tête du parti conservateur
ça reste à voir, probablement l'élection aura lieu assez vite. Et deuxièmement, qui sera aussi à la tête du Parti travailliste, dans quelles conditions, etc. Il y a un autre point qui est intéressant, tu l'as abordé Thomas tout à l'heure un petit peu indirectement, qui est le point aussi, la réaction des capitales européennes et des institutions européennes, ce qu'on appelle de façon abstraite Bruxelles, de grandes gênes. D'abord, je crois que personne ne voulait la sortie du Royaume-Uni, même si, ça c'est un effet de propagande traditionnel, surtout en France, on dit toujours, si on n'a pas pu intégrer plus l'Europe, en Europe, politiquement, etc., c'est à cause des Britanniques qui sont là simplement pour le business et en plus, ils n'ont pas de passion pour l'Europe comme nous, ils n'ont pas de projet. Bon, on va voir maintenant ce qu'il en est. On va voir s'il y aura moins de néolibéralisme au niveau européen, supranational. On va voir s'il y aura moins de néolibéralisme en France, en Allemagne et ailleurs. À mon avis, non. Et donc, justement, il y a une couverture, en quelque sorte, de ces gouvernements nationaux qui va tomber. Un masque, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver un petit peu sans argument. On ne pourra plus mettre ça sur le dos des Britanniques. Et aussi, les peuples, avec l'exemple du Brexit, vont aussi s'apercevoir que, effectivement, la Commission et l'Europe a des pouvoirs, et ces pouvoirs se transforment en lois, en directives, qui impactent sur la vie des gens, mais qui prennent ces décisions et qui dirigent l'Europe. Eh bien, c'est intergouvernemental, c'est-à-dire ce sont les gouvernements. Aucune décision importante ne peut se prendre, pacte de stabilité budgétaire, l'euro, etc., ne peut se prendre sans l'aval, sans l'accord des gouvernements. Donc là aussi, je crois qu'il va y avoir à travers le Brexit une espèce d'heure de vérité et voir que finalement, bien le néolibéralisme, il est là, ce n'est pas bien. L'Europe ne remplit pas son rôle de bouclier contre cette mondialisation néolibérale, mais où est la faute, hein? La faute est essentiellement, je crois, au niveau gouvernemental. Florence Fauché, vous ne semblez pas totalement partager le scénario évoqué par Philippe Marlière. Je ne crois pas à des élections anticipées parce que le futur leader conservateur, le futur Premier ministre, ne sera pas dans une position suffisamment confortable pour risquer, il me semble, des élections anticipées. Aucun des partis ne sera à l'automne vraiment préparé. La seule chose qui serait risquée, en quelque sorte, c'est de se retrouver avec UKIP encore grandi. Et il me semble qu'un leader conservateur a quand même tout intérêt à profiter d'une certaine cohérence qui pourrait être trouvée au sein du Parlement actuel, ou plutôt que de risquer d'avoir un UKIP encore plus présent. Oui. J'ai tendance à être plutôt d'accord avec Philippe Marlière. Je pense honnêtement qu'un nouveau leader du Parti conservateur, vu tous les bouleversements qu'il y a eu ces derniers mois, je pense qu'il aurait du mal à éviter des élections anticipées. Je pense qu'en termes de légitimité, ne serait-ce que pour avoir, le mandat populaire nécessaire pour mener des négociations avec une position plus ou moins claire, je pense qu'un Boris Johnson, une Theresa May ou que sais-je encore, aura besoin d'aller devant les électeurs et demander leur accord pour aller négocier pendant 2 ans avec Bruxelles. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que ce sera inévitable. Je pense que ce sera peut-être pas en novembre, mais décembre, janvier. Que va-t-il se passer de UKIP aussi? Parce que ce parti, sa raison d'être, c'était l'indépendance. Bon, l'indépendance, oui, il voit ça comme l'indépendance. Independence Day, a dit Farage. Le jour de l'indépendance est venu, qui était d'ailleurs peu célébré, il me semble. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce parti? Est-ce qu'ils vont devenir une espèce de parti conservateur bontain? Est-ce qu'il y a des partis qui vont maintenant se fondre dans le parti conservateur? À mon avis, non. Je crois que Farage, qui a goûté à la politique, va essayer de continuer, mais je crois qu'il va devoir aussi réorienter son combat vers le national, parce que c'est fini. D'abord, il ne sera plus député européen ensuite, et il va devoir donc faire de la politique autrement. Donc il va participer de ce détricotage du système partisan britannique. Effectivement, les 2 grands partis qui ont dominé depuis plus d'un siècle la politique britannique, je crois que c'est fini, il va y avoir d'autres partis. Et si on change la loi électorale, parce que ça c'est vraiment le nerf de la guerre, en passant vers la proportionnelle ou une dose de proportionnelle, alors là, tout éclate, parce que vous auriez un parti vert, vous auriez un parti à gauche, vous auriez un parti à droite. Si, qui va changer la loi électorale? Le nouveau Premier ministre conservateur?
peu probable. Il ne le fera pas. Mais... Et non, il ne le fera pas. Donc on se retrouve avec des élections dans ce cas-là, avec le même mode de scrutin. Et avec ce même mode de scrutin, on n'obtient pas, soit on obtient un système aux communes avec un parti d'extrême droite avec plus de représentation, ou au contraire, encore qu'un parti avec 15% des voix et 1 ou 2 députés. Il faut regarder circonscription par circonscription les équilibres de force. Finalement, aux dernières élections, le Parti conservateur l'a emporté avec un gain très très faible dans certaines circonscriptions extrêmement ciblées. La stratégie à venir pour ces élections hypothétiques me paraît très très compliquée et peu réaliste. Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question. Puisqu'il y a une alliance qui ne s'est pas faite en 2010, qui était considérée comme naturelle, qui était le Parti travailliste avec les libéraux-démocrates, qui sont les plus pro-européens, qui l'ont toujours exprimé. Aujourd'hui, ils avaient choisi de faire à l'époque alliance en 2010 avec Cameron. Finalement, ils se sont vendus pour un plat de lentilles et ils ont été laminés politiquement lors de la dernière élection. Aujourd'hui, ils reviennent en disant « Nous, on va faire campagne la prochaine fois sur une réintégration de l'Union européenne ». Et sachant que le Parti travailliste aujourd'hui... a été modérément européen sous Corbyn. S'il reste, il continuera comme ça. Et si Corbyn est éjecté, il redeviendra, entre guillemets, blairiste, très pro-européen. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une élection qui aboutisse finalement à une majorité de coalition entre les travaillistes et les Libdem, et donc un nouveau un retour dans l'Europe ou dans l'Union européenne? Le Parti libéral-démocrate, comme vous l'avez dit, a été complètement laminé. C'est pour ça aussi qu'on l'a finalement relativement peu entendu durant cette campagne. Donc, imaginez que ces deux partis qui, pendant très longtemps, ne se sont pas beaucoup appréciés, les libéraux-démocrates et les travaillistes, soudain se retrouvent des mots d'amour les uns pour les autres, alors que même pendant l'époque Blair, à un moment, au début de Blair, on avait pensé qu'ils pourraient faire une alliance. Ça serait une belle histoire. Mais même en 2010, Nick Clegg, on pensait qu'il allait faire une coalition avec Gordon Brown, il a choisi Cameron. Mais il a choisi Cameron. Mais il a choisi Cameron. Donc je pense vraiment que là, on est dans une situation extrêmement compliquée. La reconfiguration du système partisan britannique n'a rien d'évident, ni à gauche ni à droite. Le système est intenable en ce moment. Le système majoritaire à un tour, pour les raisons que tu donnais, avec des effets amplificateurs en termes entre les voix et le nombre de sièges, est intenable. Je crois que ça fait partie de la crise démocratique actuellement du Royaume-Uni. En même temps, j'ai envie de dire qu'il est intenable, mais comme vous le dites, il n'y a rien qui, visiblement, serait prêt à le casser. À moins que... La seule scission que moi je vois, peut-être, éventuellement, c'est si il y a une élection interne très, très féroce entre les corbynistes et les blairistes au sein du Parti travailliste. Si Corbyn gagne, il pourrait y avoir des règlements de compte et on va dire, une frange ultra-blairiste qui s'éloignerait du parti. Là, on pourrait voir une scission un peu comme aux années 80, avec le SDP qui s'est finalement fondu avec les libéraux dans le Parti libéral-démocrate. À part ça, et même ça, ce serait désastreux pour les deux côtés du Parti travailliste. À part ça, je ne vois rien qui puisse provoquer un chamboulement total du système politique. Je pense qu'on s'oriente plutôt vers la continuation du système avec des gens qui s'identifient de moins en moins à ce système, justement, qui votent encore moins à chaque élection, qui votent de plus en plus pour des partis comme l'UKIP, mais sans que ces partis puissent avoir c'est pour grand ça nombre que le d'élus. prochain mouvement social britannique d'ampleur, le dernier c'était contre la guerre d'Irak voulue par Blair, ce serait peut-être autour de cette problématique, véritablement démocratique. D'ailleurs, ce mouvement social, s'il prend, et ses dirigeants, pourraient justement prendre appui sur la revendication de retake control, qui était arguée par les dirigeants, mais qui n'en feront rien. C'est un artifice. Ils ne veulent absolument pas redistribuer le pouvoir, ils le veulent pour eux. Mais ce serait bien de rebondir sur cette promesse faite aujourd'hui, pour justement dire, voilà, maintenant, si on veut vraiment la démocratie, il faut la représentation proportionnelle dans la chambre haute et dans la chambre basse, c'est-à-dire la chambre des lords. Il faut des lords élus et plus ces espèces de lords, ces peers qui sont élus à vie et qui, franchement, ne représentent absolument rien. Florence Fauché ? Je pense qu'il y a... J'ai déjà dit que je pensais que imaginer une réforme du mode de scrutin avant de prochaines élections anticipées me paraissait un peu...
baigner dans l'optimisme. La deuxième cause de mon scepticisme est que nous venons d'avoir une consultation supposée démocratique, la consultation de la population. On a assisté finalement à une campagne qui, au lieu d'informer la population, au lieu de produire une délibération ouverte dans laquelle ils pouvaient véritablement avoir cette démocratie, au contraire, on a eu une campagne qui a été reconnue par tout le monde comme étant particulièrement mensongère et n'apportant à une population qui avait très très peu d'informations sur l'Europe, parce que les Britanniques ne sont pas forcément les plus eurosceptiques, mais ils sont par contre ceux qui connaissaient le moins l'Union européenne. Donc pas d'informations, et avec une presse qu'il faudra réguler, mais une presse qui était unanimement, quasiment, à part le Guardian notamment, mais quand même très très majoritairement, et en particulier pour la presse populaire, l'Express, le Daily Mail, etc., le Sun, extrêmement virulente, à attiser la xénophobie, le rejet de l'autre, le rejet de l'Europe, etc. Pour avoir véritablement un regain de la démocratie en Grande-Bretagne, on aura besoin d'une réforme de mode de scrutin, mais on a aussi besoin d'une réforme de la presse et d'une ouverture des délibérations. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Je ne vois pas encore de signe de ce renouveau. Est-ce qu'on peut envisager que le Brexit ne se fasse pas? Ce ne serait pas la première fois qu'un référendum au niveau Union européenne, les dirigeants s'assoient dessus ou l'oublient. Je suis vraiment sceptique, encore une fois, là-dessus. Je pense que, d'abord, les Européens ont un peu perdu patience, qu'on a un vote majoritaire, avec une majorité quand même relativement claire, qu'il serait très difficile, dans un contexte de crise démocratique, aux élites, et en particulier à Westminster, de dire « Bon, vous avez voté à 52% pour partir, ben finalement, on ne va pas partir ». Je crois qu'il y aura une situation intermédiaire, c'est-à-dire on essaiera de maquiller un faux départ, c'est-à-dire parce que je ne vois pas les autres États membres de l'Union européenne vouloir totalement se passer du pouvoir économique et financier de la Grande-Bretagne au sein de l'Europe. Donc la zone économique européenne qui est une possibilité, la condition étant que la migration doit pouvoir se faire, ce qui va donc à l'encontre d'une des promesses phares de ceux qui voulaient sortir. Donc je crois que ce sera plutôt ça, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, ce serait impensable, un déni de démocratie, de dire voilà, ils ont voté, et maintenant on n'en fait rien, on s'assied dessus. Remarquons, il y a déjà des pétitions qui circulent dans le pays, certains ayant recueilli plus d'un, oui, qui demandent, qui sont d'ailleurs conduites par ceux qui ont voté pour la sortie et qui ont maintenant regrettent leur acte et qui disent voilà, maintenant on voudrait pouvoir revoter. Ce qui est effectivement un petit peu infantile et un peu tardif. Thomas, est-ce que ce Brexit, au niveau européen, pour revenir de façon un peu plus large sur ce débat, est aussi utile pour certains pays membres qui veulent rediscuter, qui pourraient considérer que ce Brexit vient d'une volonté d'assouplir un peu cette Europe un peu tournée vers l'austérité? Est-ce que ça peut être dans les jours qui viennent, un élément de discussion? Je n'ai pas l'impression que ça soit la direction qu'on prenne aujourd'hui. On voit même cette tendance au niveau de Bruxelles et des gouvernements importants de absolument vouloir fermer les écoutilles, en quelque sorte. Et voilà, et à dire, bon, les Britanniques, déjà, ils bénéficiaient de tout un tas de régimes d'exception. Il y avait effectivement le rabais de Thatcher, il y avait la non-participation à l'euro. Cameron avait renégocié quelques petits éléments là pour son référendum, et de dire maintenant non, voilà, vous sortez et nous on continue avec les mêmes règles pour tout le monde. Et d'ailleurs c'est une des choses intéressantes, parce que par exemple les Écossais qui veulent re-rentrer, en 2014 on leur avait dit, c'était Juncker déjà à l'époque je crois, qui leur avait dit non, vous repasserez par le processus d'adhésion comme tout le monde. Et alors là, est-ce qu'ils vont, voilà. Parce qu'il y a un problème en Écosse, c'est que même les nationalistes écossais qui sont pro-européens, ils aiment bien la livre sterling. Et l'euro, ils n'ont pas tellement envie d'adopter l'euro. Or, maintenant, les nouvelles règles, c'est si on intègre l'Union européenne, on doit adopter l'euro. À terme. Je pense que le gouvernement écossais étudie à l'heure actuelle toutes les possibilités existantes, imaginables, etc., y compris celle de conserver le fait d'être membre au nom du Royaume-Uni, laissant l'Angleterre et le Pays de Galles partir. Donc tout est vraiment... On est dans un état de crise constitutionnelle et politique sans précédent. Donc toutes les stratégies sont bonnes pour l'Écosse. En fait, l'Écosse, c'est intéressant. Ils souhaiteraient finalement que leur adhésion soit reconnue le plus vite possible pendant que le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne. Enfin, leur indépendance, pour qu'il y ait un référendum très rapidement,
Comme ça, ils bénéficieraient des conditions d'adhésion du Royaume-Uni, qui est le maintien de la livre sterling, quelques exemptions. Et quand, en gros, ce qui reste du Royaume-Uni, c'est-à-dire Pays de Galles, Angleterre et peut-être Irlande du Nord, décidaient de partir, eux, ils récupéreraient finalement effectivement les avantages du Royaume-Uni. Il y aura un autre référendum sur l'indépendance écossaise d'ici 2 ans maximum. Donc on est reparti pour une autre campagne référendum. Moins que ça, à mon avis. Oui, d'ici 2 ans. Non, mais pour l'Irlande du Nord, par contre... Ce sera le mot de la fin. Oui. Pour l'Irlande du Nord, c'est encore plus compliqué, parce que on a un gouvernement avec une première ministre unioniste qui, elle, était pour le Brexit. Une population qui a voté, il me semble, 54% pour le Remain, donc pour le maintien dans l'UE. Une population majoritairement unioniste, donc pour le maintien dans le Royaume-Uni, mais également qui veut rester dans l'Union européenne. Je crois que pour eux, ce sera très compliqué. Ils seront coupés du marché irlandais. Il y aura le rétablissement des postes de frontières si le Royaume-Uni sort du marché unique. Donc, menace pour le processus de paix, qui déjà est un peu balbutiant ces dernières années. Il y a un peu un regain de tension. Ce sera très compliqué pour eux, mais aussi pour les Irlandais du Sud, qui, eux, seront coupés. Si ils font légèrement plus de commerce avec l'UE qu'avec le Royaume-Uni, c'est presque à égalité. Il y a même un ancien eurodéputé de l'Irlande du Nord qui a suggéré que l'Irlande sorte de l'Union européenne pour garder sa relation avec son principal partenaire de commerce, qui est le Royaume-Uni. Merci à tous, je dois vous dire merci, désolé. Merci à tous pour votre contribution. Merci également à toi, Thomas Cantaloube. On va marquer une courte pause sur ce Mediapart Live. On va se retrouver pour notre deuxième dossier placé toujours sous le signe du vote, la consultation pour le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont on devrait avoir quelques résultats dans quelques minutes. À tout de suite sur Mediapart Live. On revient très vite.